cas de Ted Willie Alimbi. Les braquages n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, c'est un système entier qui apparaît, mélangeant crime organisé, institutions étatiques et protection à haut niveau. D'abord, revenons sur les complicités patentes évoquées durant l'enquête. On sait désormais que des membres des forces de défense et de sécurité ont participé, de près ou de loin, aux activités du gang. Jerry Muel a parlé du frère militaire qui fournissait des armes. L'enquête a confirmé que plusieurs soldats de l'armée gabonaise étaient impliqués. Ils ont d'ailleurs été identifiés, arrêtés et remis à leur hiérarchie pour sanctions disciplinaires. On a évoqué aussi ces agents égarés, probablement des gendarmes ou des policiers, qui facilitaient l'accès aux résidences ciblées en fermant les yeux ou en ouvrant les portails. Là encore, des noms circulent. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que les brebis galeuses seraient châtiées, sans toutefois dévoiler publiquement leur identité. Ce silence relatif entretient un doute. S'agit-il de petits éléments isolés, ou bien de complicités plus haut placées dans la hiérarchie ? Parce que soyons clairs, de simples délinquants n'auraient pu opérer à ce niveau sans la tolérance ou le soutien de relais institutionnels puissants. Braquer la maison d'un ex-président ou d'un dignitaire du régime en place n'est pas un acte anodin. Pour que le roi béni et ses hommes osent s'y attaquer, il fallait qu'ils se sentent protégés d'une manière ou d'une autre. Et en effet, l'enquête soupçonne que des segments de la garde républicaine, l'unité d'élite chargée notamment de la sécurité présidentielle, auraient couvert, ou du moins fermé les yeux, sur les agissements du gang. On parle de protection institutionnelle. Le terme est lâché. Est-ce que cela signifie que des officiers supérieurs étaient hors de mèche, qu'un haut gradé informait le roi béni des dispositifs de sécurité des villas à attaquer, voire lui garantissait qu'on ne l'inquiéterait pas? L'idée semble invraisemblable et pourtant, c'est exactement le genre de porosité que cette affaire suggère. Nos institutions ont-elles abrité en leur sein des criminels ? S'alarme un éditorialiste. La réponse qui se dessine est troublante. Oui, en partie. L'image de ce roi béni se promenant en toute aisance le 3 mai 2025 au stade de l'Amitié, lors de l'investiture du président de transition Oligui Nguema, en est la preuve symbolique. Comment un individu soupçonné d'être un caïd des braquages a-t-il pu se retrouver à un événement aussi sécurisé sans se faire inquiéter ? Soit il était très culotté, soit il bénéficiait de laissez-passer et de complicité lui ouvrant les portes, malgré son pédigré criminel. Dans les deux cas, cela révèle la fragilité de nos institutions prêtes à accueillir en leur sein un individu douteux. L'image a fait scandale sur les réseaux. On y voit le roi béni saluant des officiers et se déplaçant parmi les forces de l'ordre ce jour-là. Avec le recul, cette scène a tout d'un symptôme. Le symptôme d'un État dont certaines structures tolèrent, couvrent, voire intègrent des acteurs marginaux aux méthodes criminelles. Par ailleurs, l'affaire Roi Béni a fait écho à une autre affaire troublante ayant défrayé la chronique peu avant, celle d'un activiste du nom de Nazi Marwan al-Azzi. À première vue, rien de commun entre ce nazi et le Roi Béni. Le premier était connu comme un influenceur Facebook provocateur, parfois accusé de désinformation, le second comme un pseudo-bienfaiteur de quartier. Pourtant, en août 2025, lorsque tout explose, on réalise que leur parcours se recoupe dans le tableau d'ensemble d'une république en clair-obscur. Nazi, avant même l'arrestation du roi béni, clamait depuis des mois qu'il existait des liens troubles entre Ted Willie Ognalaga et les services de renseignement gabonais. Beaucoup ne l'avaient pas pris au sérieux à l'époque, pensant à un délire de blogueur en mal de buzz. Mais Nazi persistait. Il affirmait avoir croisé le roi béni, détenu dans les locaux de la DGSS, Direction Générale des Services Spéciaux, c'est-à-dire le renseignement intérieur, jouissant de conditions singulières. Autrement dit, selon lui, Ted Willie aurait été arrêté à un moment donné, mais détenu discrètement par les services secrets, non pas en cellule ordinaire mais traité avec des égards. Nazi parlait carrément de détention parallèle, de trafic de stupéfiants couverts et de complicité au sommet de l'État autour du roi béni. À l'époque, ces propos paraissaient extravagants et ont été moqués par beaucoup. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'une partie de ces accusations se trouve validée par les faits, l'existence d'un réseau criminel protégé de l'intérieur et impliqué possiblement dans des trafics,
Les enquêteurs continuent d'explorer la piste d'un trafic de drogue lié au gang, un volet pour l'instant moins médiatisé. Nazi, l'électron libre du web, se retrouve en quelque sorte légitimé a posteriori, ce qui en dit long sur l'aveuglement initial des autorités ou du public face à ces réalités dérangeantes. On comprend dès lors que le roi béni n'était pas qu'un petit bandit isolé, c'était aussi un produit d'un système. Un système où les frontières entre le politique, le militaire et le criminel sont poreuses au point de permettre de telles dérives. L'enquête a mis en évidence un faisceau d'appuis multiples, des relais militaires facilitant l'accès aux armes, des complicités dans les forces de l'ordre au moment d'agir, et même des soupçons de protection par des segments de la garde républicaine. Bref, une véritable architecture de compromission. Pris isolément, l'itinéraire du roi béni peut ressembler à celui d'un délinquant culotté qui a profité des failles du système. Mais replacé dans le contexte global, il révèle plutôt comment le système lui-même a pu utiliser ou laisser prospérer de tels individus. De fait, on peut se demander à qui profitait réellement le règne du roi béni ? Était-il juste motivé par l'argent et le pouvoir personnel, ou a-t-il été instrumentalisé à un moment ou un autre par plus puissant que lui ? Plusieurs indices laissent penser que le roi n'était peut-être qu'un rouage, certes majeur, d'une machine plus vaste. D'abord, le choix de certaines cibles de ces braquages interpelle. Pourquoi s'en prendre à Ali Bongo Ondimba et à son ex-bras droit Akron Bézi, figure centrale de l'ancien régime, tombé en 2023 ? Était-ce pour l'appât du gain uniquement, ou y avait-il une intention de s'attaquer à l'ancien clan au pouvoir ? On peut imaginer que dénués de protections internes, jamais les braqueurs n'auraient osé frapper le cœur du pouvoir de la sorte. Cette audace indique qu'ils se sentaient couverts. Certains y voient la main de factions au sein du nouvel appareil d'État, contente de laisser dépouiller les dignitaires déchus, voire d'en récupérer indirectement certains avantages. Ce ne sont pour l'heure que des conjectures, mais elles planent dans toutes les têtes. Comme le résume un analyste, le scandale, ce n'est pas juste qu'un gang ait existé, c'est que ses victimes étaient des barons du sérail. Braquer le clan Bongo de l'intérieur sans complicité, c'est impensable. Donc soit c'était une guerre de clans, soit l'État était tellement gangrené qu'il s'est fait dévorer par ses propres agents voyous. Dans les deux cas, le constat est terrible. Cela signifie que l'État gabonais a fourni lui-même les complicités qui ont rendu possible le crime dont il a été victime. Une république qui se vole elle-même, en quelque sorte, à travers les trahisons internes. Le tableau a de quoi glacer d'effroi. En filigrane se dessine ainsi une vérité troublante. Au Gabon, pendant de longues années, l'ordre et le désordre ont pactisé dans l'ombre. Des agents qui auraient dû défendre l'État ont, pour des raisons vénales ou politiques, aidé à le dépouiller. La frontière entre institution et criminalité s'est effacée, menant à un système où les voyous pouvaient être utilisés par le pouvoir, et inversement. Le roi béni en est l'illustration parfaite. Il se présentait comme un leader associatif, protecteur des jeunes et généreux mécènes, mais ce n'était qu'une façade habile. De l'autre côté, on a Nazi, le troll du web, payé par certains cercles pour manipuler l'opinion via de fausses nouvelles. C'était lui-même qui le revendiquait, disant avoir été rémunéré par la présidence autrefois pour ses campagnes sur Facebook. L'un braquait les élites, l'autre intoxiquait les masses. Et pourtant, les deux ont prospéré sous l'aile protectrice de segments de l'État, qui s'en sont servis tantôt pour s'enrichir, tantôt pour influencer. C'est les deux faces d'une même pièce, l'alliance du crime et du pouvoir. Voyous et activistes, nervis et propagandistes, tous instrumentalisés selon les besoins. Ce sombre constat met en lumière ce qui constitue sans doute la zone d'ombre la plus inquiétante de l'affaire Roi Béni. Alors, beaucoup de questions non résolues demeurent, même après l'arrestation du Roi Béni. Par exemple, on ne sait toujours pas qui, au plus haut niveau, lui a permis d'opérer aussi longtemps. Y a-t-il eu des ordres politiques pour le protéger, tant qu'il ne s'en prenait qu'à certaines cibles? A-t-il financé, comme certains le murmurent, des activités politiques, par exemple en finançant des associations de jeunesse pro-régime ou en servant d'homme de main pour intimider des opposants? Ces hypothèses circulent mais manquent de preuves formelles.
L'enquête judiciaire en cours lèvera-t-elle le voile sur tous ces aspects, ou bien se contentera-t-elle de punir les exécutants, le roi Béni et ses acolytes, en épargnant les puissants parrains? Pour l'instant, aucune figure d'autorité supérieure n'a été publiquement mise en cause dans ce dossier, ce qui interroge. En tout cas, le mal est identifié. Le cas Roi Béni montre combien l'État gabonais a pu être infiltré, perméable